On va aborder un thème qui passionne toute l'Europe depuis 15 ans, mais pas la France. Bizarrement, à part 2 ou 3 chercheurs intéressants d'ailleurs, mais c'est les Celtes, est-ce qu'ils sont de l'Ouest, de l'Est et tout ça, d'où ils viennent, de toute façon on s'en fout. C'est des celto-italo, tout ce qu'on veut, voilà. Il y a un grand flou depuis quelque temps, et manifestement, à part, je dis bien quelques chercheurs, manifestement, l'Académie française, alors pas l'Académie française, l'université française ne s'est pas emparée de ce sujet-là, qui est pourtant un sujet très intéressant, et reste bloquée sur l'archéologie. C'est un peu comme dans la justice, l'archéologie ça amène la preuve, donc c'est bien quelque chose de concret. Voilà. Cela dit, comme on en discutait tout de suite, depuis 1995, on a un outil, enfin un peu avant 1995, on a un outil particulièrement intéressant qui est la PCR. Le fait de la PCR, ça permet d'augmenter une toute petite quantité d'ADN et de la multiplier pour avoir une grosse quantité d'ADN. Et avec cette grosse quantité d'ADN, on va pouvoir faire tout un tas d'analyses, et en particulier le séquençage de l'ADN qui permet d'avoir donc un petit peu tout le codage génétique si on veut. Ça dépend ce qu'on regarde. Et donc, pendant des années et des années et des années, la génétique est restée dans son coin. À la limite, on voulait bien que ça serve aux maladies, au diagnostic du sida, voilà, ça c'est le genre de truc qu'on aimait bien. Et puis, il y en a bien qui ont essayé d'aller un petit peu sur l'eugénisme et tout ça, mais ça n'a pas bien marché. Et puis, d'un côté, il y avait ça, et puis de l'autre côté, il y avait l'archéologie qui ne voulait surtout pas entendre parler de la génétique. La génétique qui s'en foutait de l'archéologie. Et puis bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Puis au bout d'un moment, quand même, ça s'est démonté. Et donc est apparue cette question, mais finalement les Celtes, ils viennent d'où? Alors on va remonter un petit peu à la genèse des théories de l'origine des Celtes. Suivante, si tu peux, merci mon frère. Les Celtes, c'est des Indo-Européens. En tout cas, c'est ce qu'on nous a appris. On verra que c'est pas aussi simple que ça, mais globalement, c'est des Indo-Européens. En tout cas, ils véhiculent une tradition qu'on peut rattacher aux Indo-Européens. Mais les Indo-Européens, on a du mal à savoir ce que c'est. En tout cas, jusqu'à ces dernières années, on n'avait pas trop d'idées. C'était une reconstruction. C'est une hypothèse qui est d'abord basée sur la linguistique et l'anthropologie. Donc là, vous avez les personnes qui ont le plus travaillé sur cette origine en fait, des Européens. Parce qu'on avait bien remarqué que les différents peuples européens, les différentes langues avaient des points communs, énormément de points communs. Et on disait, ouais, bah, tout ça, ça doit bien venir à peu près de quelque chose de commun. Voilà. C'était toujours quelque chose de très centré et sans branche qui allait dans tous les sens. La première thèse, donc c'est Marc, je ne sais même pas comment on prononce ça, donc monsieur Marc, d'une très grande université, parce que l'université de Leyde, c'est celle aussi de John Toland et de Spinoza, quand même, c'est pas rien, et qui lui disait, bah, à mon avis, tous les peuples européens, toutes les cultures européennes doivent venir des Scythes. Les Scythes qui ont été un grand peuple mythique, qui était à l'origine de tout pendant des temps. Et après, il y a eu des gens qui ont commencé à avoir une... C'est quand même en 1647, ça remonte un petit peu, quoi. C'était l'époque aussi où tout le monde, tous les peuples européens venaient des peuples sémitiques de la Bible, et ainsi de suite. Au XIXe siècle, il y a des linguistes qui ont commencé à faire vraiment du travail qu'on peut qualifier de scientifique, en particulier Franz Bopp, qui lui dit bah, moi je vois que dans la grammaire des langues européennes, il y a quand même beaucoup plus de similitudes que de différences.
Et donc ces similitudes qu'on ne trouve pas dans les autres langues, parce que c'est ça qui est important, qu'on ne trouve pas dans les autres langues, ça veut dire qu'il y a quelque chose de commun. Donc là, il y a l'idée qui commence à germer. Et puis, très peu de temps après, il y a Adolf Pictet, suisse, helvète, qui évoque les origines indo-européennes ou les Arias primitifs. Arias, c'est un terme qui est important, qui va donner arien chez certaines personnes, Arias plutôt chez Hernán, hein, et c'est juste un mot qui veut dire noble, hein, faut savoir. Mais lui, il fait vraiment de la linguistique pure et dure, et au passage, c'est un des premiers traducteurs des triades de Milo Morganov. Donc c'est quelqu'un qui a un rapport déjà avec l'hélénisme, et il a une vision, effectivement, synthétique de ce que peuvent être les relations entre les langues européennes. Voilà. Ce qu'on arrive à définir, juste en regardant les différentes langues européennes, et indiennes, et iraniennes, pour n'oublier, c'est qu'il y a un vocabulaire commun, enfin qui semble commun. Donc pour un certain nombre de mots, pas tous, hein, mais si on prend, là vous avez la mère, le père, la fille, le frère, on arrive à voir que c'est exactement les mêmes racines qui sont utilisées et qui sont dérivées en fonction de différentes réalités. Et puis, tout ça, voilà, là je vous ai mis les exemples les plus parlants, mais il y a des milliers de mots comme ça qu'on retrouve de la même façon dans toutes les langues européennes qui ont remonté la racine vers une langue hypothétique. Parce que personne n'a jamais entendu quelqu'un parler indo-européen. Par contre, on a tous entendu parler des langues européennes. Voilà. Et puis, j'ai rajouté quelques trucs, quelques mots. Il y a le cheval, ça dit pareil partout, quasiment, avec quelques variantes, parce qu'il y a des chevaux de ceci, des chevaux de cela. Voilà. Le roi, ça se dit partout, pareil. Et les noms sont généralement à peu près les mêmes. Et puis, à partir de ça, ils ont fait, pour montrer que c'était possible, ils ont fait une fable, une petite fable, là, que vous avez là, avec un mouton, les chevaux, voilà, et qu'ils ont traduit dans toutes les langues européennes, et puis pour montrer que c'était faisable, ils ont reconstitué la fable en proto-indo-européen, c'est-à-dire la racine des racines. Tout ça est hypothétique, mais c'est en tout cas un support de recherche très intéressant et qui permet éventuellement, quand on ne connaît pas un mot d'une langue perdue, ou quand on ne connaît pas bien un mot d'une langue qu'on connaît, mais le mot a été oublié et tout ça, on peut le retrouver uniquement par reconstruction en remontant dans la philologie et aller jusqu'à la racine proto-indo-européenne, et après on redescend en fonction des variations de la langue en question. À partir de ça, là, on avait un socle avec une langue commune, voilà, et il y a des gens comme Dumézil, que tout le monde cite, que tout le monde connaît, sans doute ici, qui ont dit, oui, mais il y a aussi, que ce soit en Inde ou en Europe, il y a des fonctions communes. Alors c'est simplificateur parce qu'on a appuyé sur les fonctions communes et on a mis de côté des trucs qui étaient différents, hein, comme partout, comme tout le temps. Enfin, c'est une façon d'appréhender la réalité. Et donc, on arrive au système des trois fonctions indo-européennes, avec la fonction productrice, la fonction protectrice ou guerrière, et la fonction sacerdotale. C'est pas le but de cette conférence, mais ça replace un peu la sphère intellectuelle dans laquelle se sont développées la recherche sur les origines des peuples. S'il te plaît, vous. Et donc, on a imaginé. C'est bien une imagination. Au départ, on a imaginé une migration qui, du coup, est mythique. On s'est dit, il y avait les Indo-Européens au départ.
Alors, ils sont venus à l'ouest et ils ont été à l'est. Ça, on en est sûr. Puisqu'il y avait les Ariens à l'ouest et les Arias à l'ouest. On a quelques données chiffrées que l'archéologie nous donne. Et on a quelques données mythiques dont, par définition, un mythe n'est pas l'histoire. L'histoire n'est pas le mythe. Donc on a quelques données, mais on peut des fois les croiser. Donc ça donnait à peu près ce genre de carte avec, ben voilà, ça part à peu près de... Allez, on ne sait pas trop. Alors, il y a différentes... on va en voir ça juste après. Il y a différentes origines possibles. Mais en gros, les Indo-Européens, ça serait par là-bas. Il y a une partie qui est partie à l'ouest. Et puis ça, petit à petit, ça a bien sûr civilisé les barbares de l'ouest. Et pareil, de l'autre sens, ça a civilisé les barbares dravidiens de l'Est. C'est en gros, c'est ce qu'on a cru pendant toute la fin du 19e siècle et quasiment tout le 20e siècle. Et qu'on croit encore, dans certains milieux, qu'on ne qualifiera pas. S'il te plaît, Windows Carlos. Et bien sûr, comme c'était compliqué d'avoir notre propre explication de notre propre monde, on a transposé cette vision de l'expansion indo-européenne, on l'a transposée aux Celtes, et on s'est dit, bah oui, bah les Celtes c'est pareil, toujours, on part de l'Est et on va à l'Ouest. Il y a la mer au bout, mais on s'en fout, on y va. Et donc, un excellent bouquin par ailleurs, hein, de Hubert, mais on nous présente, voilà, l'expansion des populations celtiques. Alors, il y a un fait archéologique, il y a la civilisation d'Hallstatt qui existe. Maintenant, on appelle ça les rois guerriers druides, enfin, ils sont tout à la fois. Voilà, ils ont des chapeaux de blanc sur la tête. Et, voilà. Et donc, ces gens-là, ils sont vraiment géniaux. Ils ont réussi à s'épandre dans quasiment la moitié de l'Europe, comme ça. Voilà. Mais alors, toujours par étapes, voilà, et puis alors, toujours à l'ouest, c'est les moins... On civilise les barbares encore, les barbares indo-européens, mais qui n'étaient pas celtes. Vous voyez bien le truc. Voilà, et ça, c'est la vision qu'on avait. Il y a encore, moi, quand j'avais 20 ans, c'est ce qu'on a appris. C'était génial, c'est génial, on a conquis toute l'Europe, on est les meilleurs. Si on était les meilleurs, on se demande pourquoi on est dans un résidu. Mais il y a un petit problème quand même, c'est que si on regarde la petite carte qui est en dessous, là, je vais bouger un peu, excuse-moi. Si on regarde cette petite carte là, c'est que là vous avez le noyau d'Hallstatt, là vous avez les noyaux de l'Athènes. Alors là c'est vraiment les endroits où on trouve les trucs les plus, pardon, pas les trucs, les choses, les preuves, les artefacts les plus significatifs de ces civilisations-là. En coloré, vous avez l'expansion à peu près attestée. Et puis en pointillé, on est déjà beaucoup moins sûr. Et puis vous remarquez que quand même en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande, en Galice, au Portugal, Athènes ne connaît pas. Et Hallstatt ne connaît pas. Donc, on se retrouve avec une situation où les Celtes sont allés de l'Est vers l'Ouest civiliser des gens. Ils sont restés dans le coin puisque les seuls pays celtiques c'est quand même nous qui restent. Hein. Mais c'est l'endroit où il n'y a pas eu la civilisation celtique. C'est ballot. Et là, on est déjà face à un petit doute. On se dit, ben, c'est pas bien. C'est peut-être qu'on n'a pas trouvé les preuves archéologiques qui permettent d'asseoir la présence de la civilisation de l'Athènes, par exemple, en Grande-Bretagne. Alors c'est vrai, on vient de découvrir une tombe avec un char magnifique il n'y a pas très longtemps, donc ça, allez, on va un petit peu plus à l'ouest, mais enfin, ça reste quand même extrêmement fragile, extrêmement flou, et ça mériterait au moins d'avoir des assises plus solides pour pouvoir développer peut-être différents scénarios. Alors, qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Je l'ai évoqué au début. Il est arrivé la génétique. La génétique, c'est un peu comme l'intelligence artificielle, c'est arrivé comme un mur, comme ça, paf.
monde a cru que c'était ce qu'il y avait de mieux, bien sûr. Donc on a essayé de tout expliquer par la génétique. Alors maintenant, on en revient un petit peu, mais enfin, malgré tout, c'est un outil intéressant. Globalement, il y a 2 supports génétiques qui sont d'intérêt pour l'archéologie et pour l'anthropologie. Il y a l'ADN mitochondrial, qui est un ADN qui est intéressant parce qu'il n'a pas de mécanisme automatique de réparation, donc une mutation, elle est conservée. Et l'ADN mitochondrial est transmis par les femmes. Donc tous les cousins, par exemple, issus d'une même femme, auront le même ADN mitochondrial. Donc ça permet d'avoir, quand on étudie les différents haplogroupes, c'est juste des mutations qui sont gardées, qui sont conservées. Quand on a le même haplogroupe mitochondrial, ça veut dire que les femmes ancêtres de ces gens-là n'ont pas bougé. En fait. Ils ont été dans le même endroit. Et voilà. C'est important parce que ça permet de mesurer, on verra, les mouvements des femmes par rapport aux mouvements des hommes dans les sociétés. On a aussi l'ADN nucléaire, on a surtout dans l'ADN nucléaire, on a différents chromosomes, vous le savez, on a 2 chromosomes qui sont un peu, c'est les hétérosomes, qui sont un petit peu différents. Il y a le chromosome X, le chromosome Y. XX, c'est les femmes, XY, c'est les hommes. Là, il y a des mécanismes de réparation, mais enfin, généralement, il y a quand même, surtout sur la fin des chromosomes, il y a des mutations qui ne sont pas réparées, et surtout sur le chromosome Y. Donc le chromosome Y, il est révélateur des migrations masculines. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est les hommes qui font la guerre, la plupart du temps. Et donc, quand on veut voir l'impact durable ou pas d'un conflit armé, si on étudie les mutations du chromosome Y, on va pouvoir éventuellement les repérer ou pas les repérer. Les Allemands, ça a laissé aucune trace en France quasiment. Les Vikings, si. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu et la migration des Bituriges-Puyi aussi. Et donc, il y a des haplogroupes. Les haplogroupes, on est tous différents, on a tous un ADN différent. Mais on a des proportions plus ou moins identiques, on a des allèles plus ou moins identiques. Je partage sans doute avec Ronan, je partage certains gènes, et puis avec Marc, j'en partage d'autres. Et on a tous un mix différent. Par contre, ce mix, il est révélateur de toutes les composantes familiales et sociologiques et anthropologiques dont nous sommes issus. C'est ce qu'on essaye d'étudier, et c'est ça qui apporte un éclairage différent sur l'histoire des migrations, sur l'histoire des confrontations entre peuples. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ces ADN-là, qui sont informatifs pour nous, pour l'archéologie et pour l'histoire, on a réussi à les séquencer de manière assez facile, et surtout là depuis 20 ans, ça coûtait 1 million d'euros, maintenant c'est 100 euros, séquençage de je ne sais pas combien, enfin, ne coûte plus rien, ça se fait sur le téléphone portable. Non, ça s'appelle des millions, c'est sympa. Et donc, ce que ça a donné sur l'ADN mitochondrial, c'est qu'on voit à peu près 10 haplogroupes différents, donc 10 lignées, on va dire, hein, plus ça des lignées si vous préférez, 10 lignées qui descendent d'un groupe en particulier, et manifestement, elles sont séparées vers 80 000 ans. Dans ces lignées-là, en Europe, il y a la lignée H qui est majoritaire à 40%. À l'ouest de l'Europe, on a une lignée qui s'appelle H3, qui est majoritaire aussi, et qui, manifestement, la séparation avec les autres s'est faite il y a 8000 ans. Tout ça est globalement, on peut dire globalement le relier à la colonisation qu'il y a eu après la glaciation. Quand la glaciation s'est arrêtée vers entre moins 15 000 et moins 10 000, les populations sont remontées, voilà, et les populations se sont stabilisées à certains endroits,
surtout les femmes. Les femmes bougeaient beaucoup, mais pas loin. Et on a gardé ça jusqu'à peu de temps, puisqu'il y a encore peu de temps, le mari venait se marier dans la commune de la femme. Donc la femme, elle bougeait à 50 km autour, pas plus. Et donc on a des haplogroupes mitochondriaux qui sont très 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 stables. Et pas beaucoup. Pour le chromosome Y, on a 15 haplogroupes globalement en Europe, et on a des variations, dans toutes les populations, on a des variations, on a un peu de tout. On n'a pas forcément les 15 haplogroupes, mais on trouve facilement 7, 8, 9 haplogroupes. Donc il faut savoir, dans la population bretonne, il y a sans doute les 15 haplogroupes, et puis chacun est plutôt lié à un haplogroupe, mais quand on prend une population donnée, on voit les similitudes. Alors, à un endroit, ça va être 17%, à l'autre, ça va être 16%, c'est ce qu'on appelle le mix. Et c'est l'étude des variations de ces mix qui donne des gradients et qui permettent de voir éventuellement les évolutions de population, les migrations, les invasions, et ainsi de suite. Ça, c'était pour placer le... On a d'autres supports que cela. On a quelques gènes. On a le gène de la lactase, plus exactement de persistance de la capacité à assimiler le lactose chez les peuples qui sont en contact avec des bovins. Et là, c'est très net. Ça part de l'ouest, et plus on va vers l'est, moins il y en a. Ce qui veut dire qu'il y a une concentration de gens issus d'éleveurs à l'ouest de l'Europe. Et vous remarquerez, à l'ouest de l'Europe, surtout dans la partie nord de l'Europe, parce que historiquement, c'est les endroits où il y a moins de légumes, moins de fruits et plus de viande. Donc jusque-là, ça reste cohérent, mais c'est quelque chose d'important, on le verra tout à l'heure. Et puis vous voyez que dans le reste du monde, des éleveurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais par contre, dans des endroits réputés comme l'Afrique du Sud et tout ça, réputés pour être un endroit où il y a beaucoup de chasseurs-cueilleurs, on ne trouve pas ce gène qui permet la persistance de l'assimilation du lactose. Un autre bon marqueur, c'est l'hémochromatose. Alors, c'est une mutation... un autre bon marqueur, c'est le gène de l'hémochromatose, enfin la mutation qui donne la maladie de l'hémochromatose, qui est une maladie génétique rare normalement, mais pas rare dans les pays celtiques. En gros, c'est une maladie du foie qui fait qu'on fixe le fer, et qu'on a beaucoup trop de fer dans le sang. Vous voyez, la carte parle d'elle-même. Là, c'est un marqueur des peuples celtes, globalement. Enfin, c'est considéré comme un marqueur des peuples celtes parce que c'est un marqueur fréquent dans les pays celtiques. Et là, il y a déjà une petite nuance qu'il faut introduire. Il y a une corrélation, mais corrélation ne veut pas dire relation de cause à effet. C'est toujours quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors si on regarde maintenant les mutations, on revient sur les mutations des haplogroupes du chromosome Y, on remarque que, on va faire très vite, hein. Là c'est noir, là c'est rose, c'est une mutation qu'on appelle R1b. L'autre côté, c'est orange, ça finit jaune clair, c'est la mutation R1a. On sait que la séparation entre R1b et R1a date à peu près de moins 15 000. Et ces deux gradients correspondent à ce qu'en linguistique on appelle les peuples en kentum et les peuples en saten. En gros, les langues indo-européennes, les langues non indo-européennes. Et donc, voilà, génial. R1b, c'est les Celtes. Parce que plus on est à l'ouest, plus on est celtique, plus on est R1b. Petit problème, c'est que Hallstatt, qui est censé, je vous rappelle, être le noyau de la culture celtique, Hallstatt, dans la population, ça c'est les cartes de la population actuelle. Hein. On verra que ça a son importance aussi. Hallstatt, c'est 50% de R1a. Alors que R1a en Irlande, c'est inférieur à 5%.
Donc là, il y a une petite contradiction. Alors, là, alors ça veut dire que les populations ont extrêmement bougé. Ce qui, dans la région d'Allstatt, est vrai. Mais ça pose un problème quand même, parce que, voilà, on ne comprenait pas bien pourquoi, je vous rappelle, le noyau était là, donc là où il y avait le moins de monde, en fait, à avoir migré, et où il y avait le plus de barbares à civiliser, c'est là qu'il y a le plus de caractéristiques de gens qui étaient au nous. Enfin, ça se modélise pas bien. Ça peut s'expliquer, mais ça se modélise pas bien. Et puis, il y a différentes variantes de R1B que vous avez ici présentes. Alors, globalement, la variante qu'on trouve majoritairement dans les pays celtiques, c'est le R1B L21. Il y en a d'autres, hein, parce que je vous rappelle que c'est un mix, donc on a plusieurs variantes du même. Voilà. Mais globalement, c'est ce qu'on a appelé le marqueur celtique. Dans le truc, on s'est dit, bah tiens, ça doit être ça, donc partout où il y a du R1B, c'est les Celtes. Et quand vous faites, de manière complètement illégale d'ailleurs, un test ADN que vous envoyez par Internet, on vous donne, vous êtes d'ascendance celtique à 80%. En fait, c'est ce genre de truc qu'on peut faire. Il faut bien voir que c'est pas faux, c'est pas complètement vrai. Dernièrement, vous avez sans doute lu Science et Vie ou Télégramme, et donc il y avait cette carte-là. Alors c'est pareil, c'est une étude du mix génétique du territoire français. Alors là, il y a vraiment une césure est-ouest qu'on voit. Vous voyez bien que là, c'est tout rose, et là, c'est tout bleu. Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec les votes. C'est plutôt le contraire. Alors là, il faut savoir que c'est du bleu foncé là et du bleu clair là. C'est parce que vous n'avez pas beaucoup de couleurs. Donc en gros, il y a cette césure est-ouest qui est intéressante. On la constate, c'est tout. Et c'est dur, elle est dure à expliquer d'ailleurs cette césure. Il y a deux îlots. Il y a l'îlot breton avec du bleu clair. Alors suivant les départements, enfin on va dire armoricain, suivant les départements, il y a plus ou moins de proportion de rose et tout ça, mais c'est du bleu clair, et ce bleu clair, il correspond à ce qu'on trouve au Pays de Galles. Donc l'îlot breton est clairement relié, je dis bien relié, au mix qu'on trouve au Pays de Galles. Donc il y a une relation, à un moment donné, les origines sont communes. Puis il y a un autre îlot, là, qu'on va appeler l'îlot aquitain, ou proto-basque, comme vous voulez, et parce qu'on le retrouve aussi dans le sud, en Égo-Aldé. Voilà. Et puis quand on met tout ça ensemble, ça donne cette carte-là Ça finit par être fatigant, un peu complexe. Il faut savoir que, alors pour vous situer, ça a été mis en plus avec certaines civilisations bien connues, enfin bien connues des archéologues. Donc là, c'est les Européens de l'Ouest. Il y a les Belbikers, c'est-à-dire les campaniformes, hein, qui sont très différents de la céramique cordée. Les Ibériens sont là, les îles britanniques et les Irlandais sont là. Ouais, et en fait, ce qu'on pense être un des noyaux indo-européens est là. Donc ça, c'est assez éloigné, quoi. Enfin, pour vous montrer la complexité de ce genre de schéma, et à chaque fois qu'on refait une étude génétique et qu'on rajoute des données, ça se complexifie encore. De tout ça, on en a tiré alors c'est plus qu'une théorie pour le coup, là maintenant, c'est des faits qui peuvent être modifiés, bien sûr, parce que c'est de la science, donc à chaque fois, on démontrera sans doute, on va compléter sans doute ces trucs-là, mais enfin pour l'instant le schéma n'est pas trop mal. Les Indo-Européens, alors là, pour les migrations, on est à peu près sûr, parce qu'on est capable de faire une horloge moléculaire pour savoir quand est-ce que les séparations se sont faites, à quelques milliers d'années près, quoi. Et donc ça, on sait à peu près que c'est venu à peu près par là,
et puis ça, pouf, ça s'est éclaté, et voilà. J'ai mis Botaille, c'est important, parce que Botaille, c'est les gens qui sont censés avoir domestiqué le cheval. Et je vous rappelle, au début, on a vu que les Indo-Européens, ils avaient le mot cheval en commun. Donc c'est important. Et puis, on a essayé de voir au niveau archéologique à quoi ça pouvait correspondre, et on se rend compte que là, il y avait une civilisation qu'on appelle Yamnaya, qui est très certaine, qui est indo-européenne, on en est sûr. C'est pas la première, c'est pas le premier noyau indo-européen, mais on est sûr qu'il sera indo-européen. On est sûr qu'ils ont migré vers l'est, vers les Bretagne. On est sûr qu'ils ont donné, dans le nord de l'Europe et de la Russie, qu'ils ont donné la civilisation de la céramique cordée. Et on suppose qu'ils sont peut-être descendus par le sud. Et on en est là. Et pour l'instant, on va dire, oui, mais alors, les Indo-Européens, ils sont là, ou ils sont là, ou ils sont là. Autant vous dire que c'est un débat presque sans fin. Globalement, on sait qu'ils sont pas là, mais maintenant, si on regarde l'archéologie européenne, on a donc deux civilisations, à peu près au même moment, entre 3000 et 2000, on va dire. Deux civilisations. Il y a la civilisation campaniforme d'une part, donc toutes les taches oranges, c'est les endroits où on a trouvé, et où c'est complètement attesté, des artefacts campaniformes en nombre. Donc là, ça ne veut pas dire qu'ils étaient que là et pas ailleurs, et ça ne veut pas dire que parce qu'on a trouvé, ils étaient présents de manière massive. Mais en tout cas, là, on est sûr qu'ils étaient présents. Donc on voit on va dire, ce genre de gradient. Et puis de l'autre côté, la céramique cordée, donc qui vient des Yamna, hein, donc des Indo-Européens, eux, ils étaient plutôt là. Hein. C'est le contraire. Chacun n'a pas la même céramique, donc c'est assez facile, mais ce n'est qu'un artefact. Vous avez tous bu des bouteilles de Coca-Cola. On a trouvé des bouteilles de Coca-Cola chez vous. Et c'est pas pour ça que vous étiez américain. C'est les limites de l'exercice. C'est que quand on vient 5000 ans après, on dit, ah bah oui, là, il y avait... Est-ce que la personne appartenait à la civilisation concernée ou pas? C'est un doute. Un doute relatif, mais c'est un doute qu'on doit garder en mémoire. Donc on a ça, en gros. Eh ben, tiens, c'est pas bien. Donc, quand on essaye de faire la synthèse entre les premières données génétiques et les premières données archéologiques, ouais, si tu veux. Ouais, la carte, on s'en fout. C'est celui-là qu'il faut que tu laisses ça. Bah, sinon, je vais le dire. Bon, c'est des contradictions, vous le saurez. C'est la gloire. Pardon. Voilà. Non, il veut pas. Bon, ouais. On a vu le titre. Bon, il y a des contradictions entre l'archéologie et la génétique. Des contradictions apparentes, mais des contradictions quand même. C'est que les proto-campaniformes ibériques, donc ceux qui étaient là, au tout début, vers moins 3000, moins 2800, on est sûr qu'ils n'étaient pas R1B. Alors, il y avait des RAA, il y avait d'autres mutations. Globalement, ils venaient des steppes, donc ils venaient par là. La céramique cordée, là, on est donc les corded wheel, on est sûr qu'ils étaient R1B et qu'ils venaient de là. Ça, c'est des faits, on ne peut pas le contester. Non, pardon, les campaniformes, là. Ils étaient R1B et c'est la mutation qui vient de là. La céramique cordée, au contraire, ils sont à majorité RAA. Donc eux, ils sont à majorité RAA, ils viennent de là, mais chez eux, il y a un petit peu de R1B. Ce qui veut dire que quand ils sont allés de là à là, la séparation entre R1A et R1B, donc entre eux et eux, était déjà faite. Ça, c'est important. Pour le... Je sais, des fois, c'est cool.
on sait que les RAA ne sont ni les agriculteurs du néolithique ou du mésolithique, ni les chasseurs-cueilleurs de cette zone-là. Et que les individus donc, qui sont plutôt vers le sud, là, de la culture Yamna, ils sont RAB. Là, tout le monde vient de là. Là, ils sont plus RAA, et là, ils sont RAB. La conclusion logique, c'est que eux, ils ne sont pas venus par là. Sinon, il y aurait plus de RAA. Et donc, la conclusion, c'est qu'ils sont venus par en bas. Enfin, c'est une hypothèse. Mais, voilà. Et là, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a deux voies de migration des Indo-Européens alors qu'on n'en supposait qu'une seule. Petit problème. Voilà, il y a des gens qui s'occupent pas que des hommes, ils s'occupent aussi des animaux. Et donc, ils ont essayé de voir quelle était les migrations et les dates de domestication des chevaux. Et en particulier, comment on arrive des chevaux anciens aux chevaux modernes que nous avons en Europe. Qui, je vous le rappelle, on a le même mot pour dire cheval dans toutes les langues indo-européennes. Et on est censé... La théorie, c'était que les Yamna avaient été sur des chevaux modernes, et c'était c'est les chevaux modernes qui leur avaient permis de migrer comme ça à telle vitesse vers l'ouest. Mais en fait, ça ne marche pas. Parce que le cheval a été domestiqué pour la première fois chez les Bretagnes là, que les chevaux modernes ont été domestiqués vers moins 2000, et ça on le sait à peu près sûrement, et que les Yamna, ils ont migré vers entre moins 3000 et moins 2400, donc avant que les chevaux modernes apparaissent. Donc, ce n'est pas le cheval moderne qui a permis aux Indo-Européens de migrer jusqu'à l'ouest de l'Europe. Ça, on oublie. Et hop, un des trucs les plus importants du mythe indo-européen qui fout le camp. Et ça, les linguistes, ils n'aiment pas. Alors maintenant, si on se focalise sur les campagniformes, on voit quand même un certain nombre de convergences. Convergence, ça veut, encore une fois, ça ne veut pas dire relation de cause à effet. Ça veut dire qu'il y a une relation de corrélation. Là, vous avez une carte, elle est imprécise, excusez-moi, vous avez une carte du mégalithisme européen. Il faut savoir que le centre, c'est vers moins 4800 en Bretagne. Et oui. Le centre du monde, c'est normal. Je sais que, alors quand c'est vert, ça c'est après, et puis quand c'est jaune, c'est encore après. Donc, on a un centre mégalithique, une civilisation importante, en expansion, peut-être pas expansionniste, mais en expansion, mais sans doute expansionniste, qui est centrée, sinon sur la Bretagne, en tout cas sur la côte atlantique. Les vestiges campaniformes qui sont, on va dire, en gros 2000 ans plus tard, ils sont à peu près sur toute l'Europe, mais ils sont centrés, là où il y en a le plus, c'est sur la côte atlantique. On passe à la linguistique. Les langues antiques d'origine celtique avérées, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais les avérés, ils ont quand même une sacrée... alors c'est bizarre, en Irlande, c'est... Bon, ils ont dû parler autre chose. Mais c'est antique, hein, les non-lieux antiques. C'est juste qu'on ne connaît pas les non-lieux antiques en Irlande. On voit bien qu'il y avait quand même une concentration, là aussi, à l'ouest, et qu'à l'est, vers Hallstatt, vers l'Athènes, il n'y en a pas. Pas beaucoup, hein. Il y en a, mais pas beaucoup. On a là un mécanisme d'expansion des campaniformes, et c'est intéressant ça. Il y a l'hypothèse qu'il y a deux voies d'expansion des campaniformes. Il y a, on va dire, l'expansion atlantique et nord-atlantique, donc de l'ouest, et une expansion qui prend les côtes méditerranéennes et qui monte vers les Alpes, et donc vers Hallstatt. Là,
on a les sépultures. Au nord, donc vers les cordées et les R1A, c'est les tombes individuelles. Au sud-ouest, donc les R1B, les campaniformes, c'est des tombes collectives. Et puis la génétique nous dit qu'en gros, au nord, enfin, il y a eu maintenant c'est l'hypothèse Kugan qui est retenue, donc en gros on part de Turquie ou de Géorgie. Il y a une branche qui monte vers le nord, qui arrive peut-être chez nous, on n'en sait rien, et il y a une branche qui va vers le sud, vers 2800, c'est intéressant ça aussi, cette date-là, et qui suit en gros les côtes, de temps en temps elle bifurque, bien sûr, elle ne s'est pas dit je vais aller jusqu'au bout, puis après je vais retourner à l'autre sens. À chaque fois qu'ils peuvent aller ailleurs, ils n'en prennent pas plein la gueule avec un peuple qui existe déjà, voilà. Alors, globalement, on est à peu près sûr de cette deuxième voie de migration. Et donc, si on resynthétise tout, si on remet tout en même temps, on se rend compte que, donc en rose, vous avez les campaniformes, en gros, hein, et on se rend compte qu'il y a deux blocs qui existent. Il y a le bloc atlantique, dont on verra qu'il est issu des campaniformes, mais qu'il a une certaine... il perdure assez longtemps au niveau politique et social. Et puis il y a un bloc qu'on appelle nord-alpin. Où est situé Achtabtor? Donc en fait on aurait quelque part deux formes de campaniformes différentes, ceux de l'ouest et ceux de l'est. On ne parle pas de celtes, on parle de campaniformes. Maintenant, si on regarde les proto-campaniformes, on trouve quelques convergences avec certains peuples qu'on connaît. On sait par exemple que la ville de Tortessos qui était là a donné lieu à une civilisation qui utilisait l'écriture et qui avait une langue. Et si on compare avec les restes archéologiques de campaniformes, j'ai même pas besoin de vous faire un dessin. C'est la même. Donc, globalement, les campaniformes parlaient tartétien. Hop. Là, il faut faire le switch parce que c'est important pour la suite. Les campaniformes du sud parlaient tartétien. Et qu'est-ce qui parlait tartétien comme langue? Alors, il y a un bouquin très bien là. Il n'y a qu'un seul exemplaire. Voilà. Alors on est sûr, malheureusement, on est sûr que de ce qui a été écrit dans les années moins 1000, moins 800. Mais les Tartésiens, ils écrivaient justement, là, et là il y a un terme qu'on ne voit pas bien qui est l'Okobo, que absolument tous les chercheurs considèrent comme étant la première trace du dieu loup. À tel point que quand on regarde la carte des non-lieux, alors c'est plus tard, hein, les non-lieux, c'est les non-lieux attestés à l'époque historique, donc on va dire plutôt moins 300, moins 200. Tous les non-lieux en Lugus, ou ayant Lugo dans leur nom, ou toutes les inscriptions qui ont le terme locaux ou locobio, elles sont toutes dans cette zone-là. Donc la zone de ce qu'on appelle les Celtibères. Là, vous avez les Ibères, là, vous avez les Proto-Basques, et là, vous avez les Celtibères. On va reprendre un autre mot bien connu, Argantos, l'argent. C'est exactement la même zone. On va prendre un autre nom bien connu, Briga, la hauteur, qui a donné le Ménébré. C'est exactement le même nom. On va prendre un nom plus compliqué, Tanketos, qui veut dire le destin. C'est concentré dans la même zone que les autres. Et un autre nom celtique, Ambactos, qui veut dire soit le serviteur, soit le cultivateur, ça dépend. Même zone. Moi, quand je vois ça, les Tartésiens, ils parlaient celtique. En tout cas, ils parlaient une langue avec des mots
qui sont parmi les racines celtiques les plus anciennes que l'on connaisse dans nos langues à nous. Et puis des mots pas simples, parce que tonketos, il faut aller les chercher. À la limite, serviteur, ouais, bah, moi j'ai ma conchita, bon, on veut bien admettre qu'on puisse adopter. Mais un mot comme destin, ça bouge pas. Auteur non plus, ça bouge pas, c'est tout le temps pareil. Et donc on en est venu à se dire, bah, là, toute cette zone-là, ça serait bien que ça soit quand même du proto-celtique peut-être, en tout cas une langue où il y a des mots celtiques. Là, proto-basque, c'est tellement net que on peut même pas. Voilà. Et puis les autres, ils parlent d'autres langues. Bon. Ah oui, tiens, c'est ça. Donc, il y a une publique qui, sur l'ADN du néolithique et puis des migrations à l'âge du bronze, en Irlande, et puis en gros dans les îles britanniques. Ah, enfin, t'appuies souvent. Oui. Vas-y. Voilà. Ah oui. Le premier ADN ancien qu'on a, ça date de moins 7100 ans. C'est l'homme du fromage, comme c'est un... Il est du Mésolithique. Il est chasseur-cueilleur. Il fait 1m65. Il a la peau noire. Il a les yeux bleus. Ça doit être ça l'origine hyperboréenne de nos populations. Ça, c'est l'ADN le plus ancien, c'est ça? C'est le plus ancien qu'on a réussi à extraire. Deuxième, pas très loin, juste à côté, mais moins 3600, la femme de Whitehawk. Elle a été, son corps a été trouvé dans une enceinte qui n'est pas mégalithique, mais quand même qui est un ring fort. Donc elle est du néolithique, donc un peu que elle, c'est vraiment la pierre polie. Elle est chasseuse-cueilleuse, toujours. Elle fait 1m45. C'est la taille de ma belle-mère. Elle a les yeux bleus. Ma belle-mère a les yeux bleus. Elle n'a pas la peau foncée. Elle a la peau foncée et elle a les yeux marrons. Alors, l'ADN, on peut savoir. sur les os Dans les os, dans les dents, dans les dents et dans certaines vertèbres, on peut retirer. C'est fascinant, c'est pas ça que je veux dire. Mais bon, c'est compliqué quand même. Ça fait pas longtemps qu'on arrive à bien le faire, surtout sans pollution. Enfin, qu'on arrive à éliminer la pollution. Mais on arrive très bien quand même à faire tous ces. C'est ce qu'on appelle les profils familiaux ou les profils sociologiques. Quand on cherche maintenant, quand on cherche un criminel, on ne cherche pas à savoir trop s'il est déjà dans le fichier des criminels. On essaye de savoir s'il est grand, petit, yeux bleus, peau foncée, tout ça, ça permet de réduire le... La femme de Bainati, donc c'est chez les Ulates, enfin chez ce qui sera les Ulates après, moins 3000, donc pas si vieux que ça différent. Hein. Donc néolithique, elle est à la fois, dans ses ADN, elle a à la fois des caractéristiques agriculteurs et chasseurs-cueilleurs, et puis sur les mesures de ses dents, on se rend compte qu'elle mange de la viande aussi. Beaucoup par rapport à... Et surtout, elle n'a pas d'hémochromatose. Donc c'est pas une population celtique. Enfin, ça ne correspond pas à la population celtique moderne. Elle a une origine proche orientale, Turquie, en gros, pour simplifier. Avec la conférence, vous verrez qu'il y a différents trucs. Elle a une proximité avec l'Espagne, les populations d'Espagne et de Sardaigne. Ça veut dire qu'on est sur la voie du sud. Elle a les cheveux noirs et les yeux marrons. Donc une Irlandaise pure souche. Là, toujours, alors là vraiment, on est vraiment dans un... Hein, on a l'homme de Dishing Road, moins 2300, c'est les campagnes flamandes. L'âge du bronze, c'est un agriculteur élevé, il fait 1m70. Là, on a changé de niveau, enfin pas tellement avec le premier. Il a la peau claire et les yeux bleus. Et le dernier qu'on avait sur cette publi-là, c'est l'homme de Racine. Moins 2000, âge du bronze, agriculteur éleveur, il a l'hémochromatose.
Comme toi. Il est lactase... Non, moi, je sais pas. Il est lactase persistant, comme moi, par contre. Voilà, il a les yeux bleus, et le reste de ses caractéristiques génétiques le rapproche des pays celtiques, en tout cas des pays de l'Irlande. On en est sûr. Ça va être important aussi, cette précision. Mais globalement, on avait considéré qu'il était proche des pays celtiques. De toute façon, il est rouquin, il a les yeux bleus, il vient de l'Irlande. Et ça se trouve, il chante les Voltos. Et, petit rappel, on en a parlé hier du mégalithisme, le celtisme et tout ça. Stonehenge a commencé en moins 2800, donc après ça. Et ça a fini en moins 1100, donc largement après ça. Juste, c'est une petite note, rangez ça dans votre calepin. Alors, si on regarde un peu tout ce qu'on apprend de cet héritage génétique, donc en moins 11 000, il y a une réoccupation progressive de l'Europe par les chasseurs-cueilleurs, ce qui correspond à notre homme de Cheddar, à notre femme de Waldo. Il y a eu les premiers agriculteurs venant d'Anatolie, donc de Turquie. Ils sont venus par là. Ils sont arrivés dans la péninsule ibérique sans doute vers moins 5000. Et puis, ils étaient dans les îles britanniques vers moins 4000. Vous remarquerez que ça correspond à peu près à nos dates de mégalithisme. Et puis après, il y a les éleveurs venant de la steppe caspienne, donc un petit peu plus au nord, qui sont arrivés vers moins 2500, moins 2000. Et c'est nos hommes de Dichling-Rode et de Racine. On en est là, et on a deux hypothèses, on ne sait pas trop, voilà, c'est toujours les mêmes, hein. Ils sont venus par là, ou ils sont venus par là, ou ils sont venus au milieu, tout ça. Voilà. On sait qu'on n'est jamais trop certain de savoir par où ils sont passés. L'hypothèse, quand même, de la culture campaniforme, il y en a une qui dit qu'elle serait scindée en deux, elle serait allée vers le sud comme ça, et puis d'autres seraient allés directement dans les îles britanniques, et là on n'est pas beaucoup. Ce qui pourrait expliquer la différence entre Dichling-Rode et Racine. Mais c'est pas. Le problème de l'ADN ancien, c'est qu'on n'en a pas non plus des dizaines de milliers d'exemplaires. Bon. Les gens qui n'aiment pas l'académie, l'université, les gens conventionnels et tout ça, ils ont eu les autres avec la migration qui vient de l'Est, c'est n'importe quoi. Parce que les campaniformes, ils sont de l'Ouest, et quand on regarde les migrations historiquement attestées, eh ben, ça commence en moins de 400. Donc là, il y a des Celtes, et puis on est sûr qu'ils migrent comme ça. Donc en fait, ils migrent de l'Ouest vers l'Est, et pas de l'Est vers l'Ouest. Et donc, c'est assez facile, et pas idiot, d'envisager la chose, peut-être pas de conclure, mais en tout cas d'envisager la chose, que la celtilisation, plutôt que de venir de l'Est et d'aller vers l'Ouest, elle serait partie de l'Ouest et d'aller vers l'Est, toujours à l'Ouest. C'est une hypothèse qui mérite d'être étudiée. Elle l'a été. Et pendant, allez, on va dire 10 ans, c'est quand même l'origine ouest qui était l'accord de... Et on disait à tous les universitaires, mais bon, c'est n'importe quoi. Voilà. Et puis patatras. Je venais de publier mon bouquin, donc vous ne le trouverez pas dans mon bouquin, ça. Dans Nature, il y a une super publi avec des gens très bien, comme quelqu'un qui s'appelle Kerry Wen. Ça montre quand même le niveau de cette personne. Qui dit ouais, mais alors nous on a étudié 800 ADN anciens, un bon paquet, hein, de moins 2000 à 0. Et alors ce qu'on trouve, c'est qu'on trouve une différence dans, alors je vous le dis tout de suite, alors là c'est pas intéressant, une différence dans la présence de lactase, de persistance de la lactase dehydrogénase. Ça change à peu près vers moins 1000 en Grande-Bretagne par rapport à l'Europe centrale. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas.
ce qu'on se rend compte aussi, et ça c'est très important, c'est que en bleu, là, les croix bleues, là, alors c'est un marqueur génétique. C'est le marqueur qui correspond aux premiers agriculteurs qui venaient de la mer Caspienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On trouve leur marque là au début, vers moins 2000, c'est entre l'Écosse et le reste de la Grande-Bretagne, il n'y a pas de différence. Et puis plus on avance dans le temps, l'Écosse ça reste stable, en gros là ça c'est une droite, hein. C'est plat. Et par contre l'autre ça monte. Et puis là ça commence à monter, voilà. En haut vous avez les différentes civilisations de l'âge du bronze, donc vous avez le chalcolithique et le début l'âge du bronze ancien, l'âge du bronze moyen, et puis l'âge du bronze tardif, et après vous avez l'âge du fer. Et donc on se rend compte qu'à partir de moins 1100, voilà en gros, hein, il y a une différence au Pays de Galles et en Angleterre qu'il n'y a pas en Écosse. Et donc la conclusion, c'est que à cette date-là, il y a eu une migration du continent de populations qui étaient plus proches des agriculteurs, des premiers agriculteurs européens, une migration, en tout cas, sur la partie sud de la Grande-Bretagne. Alors, si on essaye de tout remettre tout ça, voilà, dans le bordel, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Alors, les Yanoya, ils sont partis vers l'est, ça on est sûr. Ils sont partis vers l'ouest, ils ont fait des céramiques cordées. Il y a une partie qui est partie vers le sud et qui est arrivée là, qui a fait les protocampaniformes. Les protocampaniformes, ils sont partis par deux modes de migration, un vers l'ouest, un vers le sud. Il y en a qui sont restés là et qui ont peut-être donné l'âge de bronze super génial qu'on a eu chez nous. Et puis les autres, ils sont remontés vers l'axe, enfin le centre nord-alpin. Ils se sont retrouvés, tiens, salut, comment tu vas? Hop, hop, on va par là. Donc là, à l'époque, moins 2500, il y a un remplacement de 90% de la population masculine. C'est pas rien. Une petite invasion, ça ne fait pas 90%. Donc on suppose que c'est la première apparition de la peste. La peste. Et vers moins 1000, on a une deuxième migration, voilà, vers le... Alors pas vers là, mais vers là. Voilà. En tout cas, c'est ces fusions de civilisations, fusion ou rencontre, ou acculturation, ou c'est quoi, qui, en fait, ont donné les populations des pays celtiques actuels. Alors, un autre point important, c'est la linguistique, parce qu'on avait oublié celle-là. Donc, avant, on nous disait ça. Vers moins 1100, allez, le celtique en Q qui a été séparé du celtique en P, donc le brittonique qui s'est séparé du goidilique, et puis le gaulois, tout ça, enfin voilà, c'était tout le temps la même chose jusqu'à 370, et puis voilà, les Irlandais, les Écossais, c'est vers 900 qu'ils se sont séparés et tout ça. Les linguistes, qui ont oublié d'être cons, ils ont utilisé les mêmes logiciels que ce qu'on utilise en génétique. Ils ont utilisé les paires de mots. Et donc, ils ont permis de faire, avec quelques... On savait quand même qu'il y avait des langues qui étaient communes jusqu'à un certain point, en particulier entre le breton et le cornique, on connaît à peu près la date de séparation, à 100 ans près, donc ça, on gère. Et ça permet de faire une horloge, non pas moléculaire, mais une horloge linguistique, pour le coup. Et donc, on peut estimer la date de séparation des différentes langues. Et on voit que le celtique, irlandais, gaélique, en Q, ce serait séparé du brittonique en moins 1100. C'est une date qui vous rappelle quelque chose, on vient de la voir. C'est la date de migration du continent. Et que le gaulois et le brittonique, ce serait séparé vers moins 1000, c'est la date de migration du continent vers les îles britanniques. Donc là, on a un petit... Au début, j'y croyais pas trop à cette pub-là. Je dis, ouais, le gars,
Ouais, ça tombe bien, quoi, c'est cool. Mais là, c'est une coïncidence, mais c'est une coïncidence intéressante. Donc, on a donc ce qu'on va qualifier de linguistico-celte à l'ouest. Nous. On est lié à l'âge du bronze, tardif, ce qui est très logique, puisque là, il y a du cuivre, là, il y a de l'étain. Pour faire du bronze, il faut du cuivre et de l'étain. Et puis, il y a les archéoceltes qui sont liés à l'âge du fer, ce qui n'est pas con, parce que là, il y a du fer. Restons sur cette hypothèse-là. Et puis, bon, il y a des celtes d'un côté, des celtes de l'autre. Voilà. On a aussi quand même quelques traces, en tout cas des points qui sont intéressants. D'abord, il y a Timagène, qui dit que les druides racontent qu'une partie du peuple des Gaulois est indigène. Des Éduins, des traîtres. Et que d'autres sont venus d'îles lointaines et de contrées cisrhénanes, chassés de leur pays par la fréquence des guerres et le débordement de la mer bouillonnante. Donc tsunami d'un côté, guerre de l'autre. Au passage, parce que j'aime bien les petits trucs, vous vous rappelez, on a rappelé Stonehenge il y a quelques temps, moins 1100 à la fin de Stonehenge. Ça veut dire que c'est probablement des Celtes qui ont fait les trilithes en fait, de Stonehenge. Et là, par contre, un des plus bels exemplaires de l'art celtique qu'on connaît, c'est le chaudron de Gundestrup. Il est là, il n'est pas dans l'ère celtique. Il n'est même pas dans l'ère campaniforme. Attention à l'archéologie. Après, on peut se poser des questions mythologiques, parce qu'il n'y a pas que la génétique. Voilà. En Gaule, on a un couple de dieux obscurs qui s'appelle Lugus et Cernunnos. Le dieu clair et le dieu sombre. En Bretagne, Pays de Galles, on a un couple déséquilibré de dieux, il y a Seo, qui est un dieu lumineux, et il y a Dylan, qui est un dieu aquatique, qui meurt, qui disparaît, et qui n'a aucune importance dans la mythologie galloise. Et en Irlande, il y a l'eau, mais vous ne trouvez rien, ça a peut-être un petit truc qui ressemble à son dieu obscur, mais il n'y a pas. Il n'y a pas de dieu sombre en Irlande. Pas beaucoup. Alors peut-être que notre futur, le prochain conférencier dira autre chose, mais moi c'est ce que je vois, donc oui, je vous dis quoi. Et on voit aussi des différences notoires dans le Panthéon, et apparemment tout le monde s'en fout, mais chez les Gallois, on a une famille, et il y a la famille des enfants de Dôme, qui correspond en tout point aux dieux indo-européens, donc là il n'y a pas de problème, on arrive à trouver les... Mais il y a une famille, c'est la famille de Cher, ou de Lyre chez les Irlandais, c'est la famille des dieux marins, on la trouve nulle part en Gaule. Nulle part. Bon, il n'y a pas de mer en Gaule. Voilà, il y avait quand même là. Donc on ne la trouve pas. Par contre, c'est des dieux qui sont très proches des titans grecs. Titans grecs. On peut se poser des questions. Donc ainsi, on va faire une espèce de synthèse. Et je ne vais pas conclure beaucoup parce que c'est très compliqué quand même. Et je pense que les recherches ne sont pas encore achevées pour nous donner suffisamment de faits pour conclure définitivement. Mais ce qu'on voit, c'est que la génétique nous dit qu'en moins 3000, il y a la céramique cordée avec un haplogroupe Terra. En moins 2800, donc 200 après, il y a les proto-compagniformes qui ne sont pas des RA, mais qui ne sont pas des RAB. En moins 2500, donc 300 ans après, il y a les campaniformes atlantiques qui sont des RAB, donc c'est des gens différents des RA. Vers moins 1000, il y a la migration vers le continent, enfin du continent vers
le sud des îles britanniques, et que les pays celtiques actuels sont des R1b, donc pas des R1, avec le L21 majoritaire, et c'est stable depuis au moins -1000, sauf en Écosse. Pour l'Irlande, je n'ai pas les données, je suis désolé. Voilà. La linguistique, elle nous dit qu'il y a une celtilisation linguistique de l'ouest de l'Europe qui n'a pas pu arriver après -1000, que entre -1000 et -500, il y avait du proto-celtique ou du celtique attesté à Tartessos et dans le sud de la péninsule ibérique, que vers -1100, il y a une séparation celtique Q, celtique P, donc ça veut dire qu'ils existaient déjà, et que vers -1000, il y a une séparation entre britannique et gaulois, ce qui veut dire qu'aussi les deux existaient déjà. Donc, en -1000, il y avait déjà des gens qui parlaient celtique en Gaule, en péninsule ibérique et dans les îles britanniques. Ce que nous donne l'archéologie, c'est -4500 le mégalithisme breton, -3000, -2200 la céramique cordée, -2800, -2500 les campaniformes, et c'est le début de Stonehenge. Un peu plus tard, c'est l'âge du bronze ancien. Après, -1600, l'âge du bronze moyen. -1400, l'âge du bronze tardif. Et là, on est en pleine expansion du proto-celte, tout ce que vous voulez. Parce que si vous revenez là, l'âge du bronze tardif, on revient là, celtisation linguistique. -1200, -450, Hallstatt. Oh bah tiens, c'est bête. Hallstatt, mais on parlait déjà celtique à l'ouest. -1100, c'est le dernier remaniement de Stonehenge, donc le trilithe. -1100, séparation celtique P, celtique Q. Et migration du continent. Sachant qu'à Stonehenge, il y a des pierres qui viennent d'Écosse. -800, l'âge de fer. -600, Hallstatt en Armorique. -600. Ça fait 1000 ans qu'on parle celtique en armorique. Et puis je ne parle même pas de l'Athènes, -450, -25, qui n'a même pas réussi à aller jusqu'au bout des pays celtiques. Donc une vague conclusion. Donc les avancées en génétique permettent de re-questionner les hypothèses anciennes, purement archéologiques et linguistiques, sur nos origines. Ça les questionne, ça n'apporte pas forcément des réponses. Ça même apporte deux fois plus de questions que de réponses. Vous l'avez vu. Il semble quand même que sous l'influence probable des Phéniciens, et ça c'est une hypothèse, parce que les Phéniciens, ils faisaient le commerce de l'étain. Et c'est eux qui ont décrit le voyage vers les îles Cassitérites, donc vers la Grande-Bretagne. La vieille civilisation mégalithique occidentale bretonne, proto-campaniforme, a été redynamisée, ça lui a donné un coup de fouet. Et elle a donné le complexe culture de l'âge de bronze tardif, qui a été un complexe politique et sociologique important, puisque en fait on vendait notre bronze à tout le monde, y compris au complexe nord-alpin, qui n'avait pas encore de fer. Ce développement amena, semble-t-il, une population ibérique non indo-européenne ou issue d'une branche indo-européenne ancienne. Là, vous savez, c'est les deux façons de voilà, de langue proto-celtique au contact de populations indo-européennes, la céramique cordée, dont sera ensuite issue la civilisation de Hallstatt, qui elle est plutôt campaniforme, nord-alpine. Cette population indo-européenne s'appropria la culture atlantique, donc la langue celtique, donnant la culture celtique occidentale et insulaire, tandis que le mix génétique indo-européen devenait majoritaire chez les campaniformes et les populations celtiques. Je sais que c'est dense. Et puis la petite phrase là, c'est pour dire que ouais, faut faire attention quand même. Ça peut expliquer des évolutions politiques, des évolutions sociologiques, religieuses aussi, parce que le type d'inhumation, ou est-ce qu'on fait de la crémation ou de l'inhumation, ça peut être lié à une acculturation ou à un changement de population. Et voilà où on en est, et on attend. Alors, vous avez bien compris que je ne réponds pas est ou ouest, parce que j'aurais tendance à vous dire les deux en général.
plutôt ouest, quand même, pour nous. Plutôt ouest, quand même, mais avec un apport de l'est qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas du nord. Ça, c'est important. L'origine hyperboréenne des Celtes, eh ben, on peut se la foutre où je pense, pour le dire crûment. Voilà. Après, l'origine mythique, c'est autre chose. Hein. Merci. Et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Lugus Tartessos, mais le tartessien n'est pas forcément du celtique. C'est du proto-celtique. Elle n'a pas été contestée la thèse? C'est contesté corps, il faut y aller fort. Hein. Alors, ce qui est contesté, c'est que ce soit une langue celtique définitive en termes de grammaire. Mais je ne sais pas, alors là, moi j'ai pas tout lu. Il faut lire le bouquin de Torqueo, j'ai peu le temps de le lire. Mais en tout cas, c'est du proto-celtique. C'est-à-dire que les langues celtiques ont un lien congénital évident avec le tartessien. C'est pas. J'ai entendu dire que c'était aussi l'origine de l'Iber. Ah non, c'est le contraire. Ok. C'est vraiment le contraire. Ouais. On a bien cette différence, cette limite linguistique. Tout ce qui n'est pas Ibère intègre Tartessos, tout le temps. Alors après, qu'à Tartessos, il y ait eu des emprunts de vocabulaire ou de formules grammaticales des voisins qui étaient juste à côté, moi mais ça s'est pas retrouvé dans les non-lieux, par exemple. Et les non-lieux, c'est un marqueur qui est très... Ça bouge pas. Ça bouge pas pendant des centaines et des centaines d'années. Merci. Moi j'avais peut-être une question que je me trompe peut-être, parce que je ne sais plus d'où je tiens cette information, mais il me semblait que le basque, justement, c'était la particularité du basque, c'est pas qu'il est pas lié à ce qu'on appellerait les langues indo-européennes. Ah non, le basque, c'est justement pas indo-européen. C'est pas indo-européen. Il y a deux types de langues qui ne sont pas du tout indo-européennes. C'est ça que je dis, ouais, mais du coup ma question c'était par rapport au proto-basque, enfin... Un proto-basque qui était différent justement du proto-celtique. On voyait bien qu'il y avait une différence d'origine. Et c'est un îlot, c'est le même îlot que l'îlot génétique de la carte de France. Il y a deux types de langues qui ne sont absolument pas indo-européennes. Il y a le basque et puis il y a le finno-ouvrien à Logo. Si je peux me permettre, là c'est un peu mon... On a des traces qui le relieraient, donc le proto-basque ou l'aquitanien comme tu as dit, qui le relieraient à l'Iber, mais ce ne sont que des traces. Il y a quelques mots de lexique un peu originaux, les nombres, la lumière, etc. Mais c'est que des traces et on n'a pas de grammaire. Potentiellement le basque résiduel de l'Iber. Mais c'est avec des guillemets. Le basque, je me permets d'être dans le basque, tu le relis normalement. Tu le relierais au lent, enfin, selon, on a trouvé des choses qui étaient similaires avec les langues géorgiennes autour de ce point-là. Ensuite, on sait que de toute façon c'est un isolat, comme les langues finno-ugriennes, c'est-à-dire l'estonien et puis le finnois, c'est un isolat. Comment ça s'explique un isolat pareil, justement dans une zone où il y a quand même, on va dire, beaucoup de circulation, beaucoup d'échanges Effectivement, ça peut s'expliquer avec l'Iber, parce que l'Iber c'est aussi une langue agglutinante. Et effectivement, après, ça vient de là où vous dites. Mais tu as beaucoup de sur le coréen, c'est toujours il y a des fois des isolats dans des endroits, voilà, c'est vrai que c'est un endroit de civilisation, un endroit où ce sont des créneaux, c'est pas à la hauteur d'une montagne, etc. Mais c'est un isolat. Ça reste toujours mystérieux. Un chercheur local l'a relié au grec ancien, mais voilà, c'était toujours très contesté. Donc pour l'instant, c'est un isolat. C'est pas le sujet, mais c'est ce que vous dites. Il y a des linguistes aujourd'hui qui changent, qui viennent leur critique. Alors, on a toujours eu beaucoup.